bienvenue à nouveau à cette média-là. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Effectivement, il fait beau et puis en plus, comme on disait un petit peu plus tôt aussi et hier déjà, c'est un sujet d'actualité qui déchaîne un peu les passions. Et je pense que la discussion pourra être intéressante. J'espère que vous pourrez aussi y participer. On va essayer de rendre ça assez ouvert. Si vous voulez prendre la parole, on a prévu un micro à cet effet qui peut passer dans le public, mais on peut aussi parler sans micro, je pense. On s'entendra suffisamment bien. Alors, comme vous l'avez vu, on a prévu un petit support de discussion, une feuille que vous avez trouvée sur vos chaises. Au recto, vous avez les biographies des différents intervenants ici présents, mais aussi au verso, 6 images qu'on a sélectionnées qui pourront être un petit peu des supports de discussion. Mélanie pourra nous raconter un peu les histoires liées à ces images, mais on verra aussi un petit peu comme vous tous, ainsi que les intervenants interprètent ces images, en réponse parfois à des questions ouvertes. Alors, je vais commencer par un mot d'introduction. Aujourd'hui, c'est une rencontre publique au lendemain du vernissage de l'exposition que vous avez autour de vous, au bout des fusils, qui est le travail réalisé par Mélanie Wenger pendant 3 ans, au Cameroun, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, si je ne me trompe, mais aussi au Texas. Et le sujet de cette exposition, c'est d'une part les safaris, la pratique de safari, la chasse dite sportive, mais aussi les coulisses de cette chasse, que ce soit les pratiques de braconnage, les pratiques d'anti-braconnage, les personnes qui vont chercher à protéger aussi les espèces, mais aussi le trafic d'ivoire et toute l'économie souterraine ou non qui entoure ces pratiques. Bonjour. Salut Claude. Alors j'avais prévu un petit mot d'introduction aussi un peu plus formel. C'est vrai que la chasse, c'est un grand sujet d'actualité. À chaque ouverture de chasse, en fin d'été, début d'automne, les voix s'élèvent, le ton monte parfois. D'ailleurs, on a vu un petit peu l'exemple cet été avec les mesures prises par Emmanuel Macron dans le sens de la réduction du prix des permis de chasse, entre autres, parce que c'était pas la seule mesure. Et donc, d'une part, on peut catégoriser un petit peu 2 parties. D'une part, les personnes qui voient la chasse comme une tradition qu'il convient de préserver, une tradition qui caractérise aussi la France et notre histoire, finalement. Et d'autre part, les personnes qui voient dans la chasse quelque chose de nuisible et de cruel aussi. Et pour eux, qui souhaiteraient abolir finalement la chasse. Donc, la chasse fait partie de l'actualité, mais elle fait aussi et surtout partie de notre histoire. C'est peut-être là aussi qu'il convient aussi de se questionner sur la chasse et pourquoi aussi elle déchaîne ainsi les passions. Et finalement, quel avenir réservé à la chasse? Ensuite, donc, l'actualité récente, on l'a vu, elle semble plutôt donner raison aux premiers, c'est-à-dire les défenseurs de la chasse comme une tradition. Mais il faut savoir aussi que la chasse, c'est une filière en France, en tout cas dans le cas français, qui rapporte à l'État français environ 2,3 milliards d'euros chaque année. Il y a aussi l'importance des lobbies, des chasseurs, donc qui est assez contestée du côté des défenseurs. Et surtout, c'est aussi, la chasse, elle est vue comme un atout pour les territoires ruraux. C'est important aussi en termes de territoire pour la France. Ensuite, c'est aussi le 2e sport le plus pratiqué en termes d'adhérents en France, la chasse, après le football. En nombre d'adhérents, c'est très très important le nombre de chasseurs, et on peut voir aussi que la chasse, c'est quelque chose qui fédère et qui crée des communautés. Mais voilà, la chasse, effectivement, voire davantage des chasseurs eux-mêmes, font l'objet d'une hostilité toute particulière en France. Et ça, c'est aussi en raison de la prégnance des questions écologiques aujourd'hui, mais aussi des normes morales. Et on prête aujourd'hui, on le verra avec Cédric, des droits, voire une sensibilité, parfois aux animaux. Et on se préoccupe des espèces menacées, on prend de plus en plus de mesures pour protéger ces espèces, pour réduire le braconnage dans différentes parties du monde, et finalement contrôler aussi ces pratiques-là. Et de l'autre côté, la Fédération nationale des chasseurs, aujourd'hui, par arrêté ministériel, est reconnue comme œuvrant à la protection des espèces. Donc on peut aussi se questionner sur ce fait-là. Finalement, les personnes qui défendent la chasse
peuvent rétorquer aussi, mais oui, mais la chasse, ça fait partie de notre nature, ça fait partie de l'homme. On chasse depuis toujours, depuis le paléolithique, et on a développé des capacités cognitives via la chasse, via la coopération, la compétition. Et la chasse a aussi permis la subsistance des hommes depuis des millénaires. Donc pourquoi arrêter de chasser? C'est partie de notre nature. Donc, au regard de tous ces arguments pour-contre, on voit bien que la chasse, c'est pas un sujet binaire, c'est pas un sujet neutre non plus. C'est un sujet chargé et qui est surtout symptomatique des évolutions et des contradictions de nos sociétés. Et la question qui se pose aussi, c'est que dit de nous notre rapport à la chasse? Parce qu'on peut chasser et aimer les animaux, on peut chasser... On peut ne pas chasser, on peut prélever des individus, c'est ça. On peut prélever des individus, pour reprendre l'expression consacrée, et œuvrer et veiller à la protection des espèces, j'oserais dire sincèrement. Et on peut s'opposer à la chasse et apprécier le cirque, voire encore la corrida, même si je pense que c'est un peu moins le cas dans les personnes. Et j'irais même plus loin, on peut être un fervent défenseur des animaux et ne pas s'émouvoir et rester silencieux face à des tueries humaines ou au sort des migrants à nos frontières. Et la liste est longue, en fait, de toutes ces contradictions. Et pour autant, voilà, pourquoi chasser? On peut chasser pour le jeu, on peut chasser pour le sport, on peut chasser pour l'appât des trophées, on peut chasser pour le plaisir, pour la tradition, pour faire partie d'une communauté. On parlait tout à l'heure du nombre d'adhérents et des personnes qui se fédèrent autour de la chasse. On peut chasser pour la beauté du geste, comme un exutoire, et parfois pour affirmer une forme de virilité. Et on peut se poser la question aussi, chasserait-on pour dominer la nature, l'animal, la nature humaine aussi, et la mort au final, dépasser sa propre mort. Bon, là on part un peu dans des questions philosophiques assez larges. Et donc, de quoi la chasse est-elle l'expression? Donc, la chasse, pour revenir un petit peu au propos de l'exposition, Mélanie, pardon, je vais t'appeler par ton nom et ton prénom dans toute la séance, s'il te plaît. Oui, alors Mélanie. La chasse, Mélanie, elle la raconte. On voit bien autour de nous, on a tous les protagonistes de la chasse. On voit Marty, on voit Sue, on voit Parfait, on voit Buzz, Gabriel, je connais pas encore tous leurs noms, mais en tout cas on les appelle souvent par leur nom. Et toutes ces personnes, c'est tous les protagonistes de la chasse, c'est les protagonistes d'une histoire qu'elles nous racontent. Et c'est un travail qui finalement, en tout cas pour moi, dépasse les frontières du photojournalisme pour se rapprocher du travail d'auteur. Et dans ta démarche, on voit bien que tu t'es aussi mise en danger, que tu es allée au plus près de la chasse et que tu les as suivis parfois sans même parler, sans même avoir une langue commune. Et donc, pardon pour les silences. Donc c'est des images qui sont, on voit bien, il y a des images qui sont assez féroces, qui sont assez sanglantes, tandis que d'autres sont des images assez harmonieuses, assez belles. On voit bien derrière vous l'image de cet homme habillé de jaune qui pagaie. Des images assez harmonieuses et le décor est vraiment pittoresque. Ça fait un petit peu rêver, ça rappelle un peu des photos de vacances, etc. On peut se demander, tiens, est-il choquant finalement de faire des belles images de la chasse? Est-ce que ça choque des personnes peut-être autour de cette table ou non? Et comment concilier aussi l'éthique dans la photographie et la recherche esthétique? Et pourquoi finalement exposer de telles images dans un lieu d'exposition comme celui-ci? C'est une des questions qu'on pourra poser. Alors, donc, pour la rencontre, on va partir de ces images qui parlent de safari privé, mais on pourra ouvrir aussi au contexte français de la chasse, si vous le souhaitez. Mais c'est un bon exemple, je pense. Voilà. Bon. Je vais passer un petit peu la parole peut-être à Mélanie, si tu le souhaites, pour nous raconter ta démarche et ce projet. D'accord. Merci, bonjour. Par où commencer? Je ne sais pas comment je vais faire cette transition. Mais, voilà, je vais commencer au début. En réalité, ces images que vous voyez là, dans ces 2 pièces rouges, 2 pièces et demie,
sont extraites de la série qui sera derrière vous et entière, que vous pourrez découvrir si vous ne l'avez pas encore fait, avec mes explications. Donc je ne vais pas refaire les explications, vous pourrez tenter de les écouter. Je crois que Laure t'a beaucoup parlé de la chasse, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais je voudrais juste faire quelques explications sur ce qu'on voit autour de nous et derrière nous. J'ai travaillé de la même manière en suivant 3 personnages. Le chasseur, effectivement, l'anti-braconnier et le braconnier. Ici, dans cette pièce, le principe est de ne pas forcément savoir qui est quoi, tout simplement parce qu'il y a un propos derrière qui me semble extrêmement important, c'est que la différence entre le chasseur et le braconnier, c'est juste une différence économique. C'est que le chasseur va payer un quota, va payer son quota d'animal à tuer, et que le braconnier ne va pas payer. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant longtemps sur cette problématique, qui est une différence finalement uniquement économique et qui pour moi est assez particulier à comprendre. Ensuite, on parlait de la beauté de la chasse, et pour moi en fait c'est... j'ai pas essayé de photographier la beauté de la chasse, j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait. Et cette série est sur le lien entre l'industrie de la chasse et la conservation, et j'ai essayé de questionner ce lien, à savoir comment ça se passe, comment ça se trouve. Et le principe, c'est que dans les safaris de chasse, il y a une partie de l'argent rapporté par ce safari qui est reversé d'une manière ou d'une autre dans la conservation. C'est un fait, c'est pas une opinion. Après que cette conservation soit effectivement faite pour protéger une valeur économique qui va leur permettre de leur rapporter de l'argent, c'est une autre question. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit Buzz, qui est zimbabwéen blanc, qui invite des Américains ou des Français ou des Belges ou des Russes à venir chasser l'éléphant ou d'autres animaux d'Afrique au Zimbabwe, et qui va les emmener à la chasse. Avec une partie de cet argent, il va payer toute une équipe qui s'appelle les DAPU et qui sont des anti-braconniers qui partent pendant 10 jours en autonomie dans la brousse avec leur tente et qui vivent sans eau, entourés par les animaux sauvages, pour essayer de pister des braconniers, de trouver des pièges qui abîment les pattes des animaux et de les enlever, et pour essayer de trouver des traces de gens qui sont venus durant la nuit pour essayer de trouver des animaux. Moi, ce qui me questionnait dans cette problématique, c'était pas de savoir qui avait raison et qui avait tort, et c'était de montrer et comprendre comment ça se déroulait et comment la protection des animaux aujourd'hui était faite. Et derrière vous, quand on parlait de cette image, c'est Mango Fire sur sa pirogue qui traverse la Bec, qui est une des 2 rivières qui entourent un parc national au Cameroun, et il va emporter toute une équipe d'anti-braconniers à l'intérieur de la forêt pour une épopée aussi de 10 jours pour pister des braconniers. Et finalement, le 3e personnage que vous voyez là, qui nous regarde avec un regard très particulier, c'est Marty et sa femme Sue, qui sont américains du Dakota du Sud et qui ont décidé à l'été 2016 d'aller chasser leur 4e éléphant sans défense. C'est pas une expression, ils n'ont vraiment pas de défense. Les éléphants qu'il a choisi de chasser à cette époque-là n'avaient pas de défense parce qu'ils sont moins chers à chasser. Donc ça lui a coûté $5 000 l'éléphant et $30 000 le safari pour ramener rien du tout comme trophée, puisque à l'époque 2016, Trump n'était pas encore président et n'avait pas encore interdit l'importation, n'avait pas encore réautorisé l'importation des trophées de chasse aux États-Unis. Donc il ne pouvait rien ramener de son éléphant. Voilà, et voici l'éléphant de Marty derrière vous. On l'appellera l'éléphant de Marty. Voilà, je trouvais important de requalifier les personnages pour qu'on voit de quelle histoire on parle.
On ne parle pas uniquement de la chasse, on parle de tout cet environnement autour de ça et de ce que veut dire protection des espèces et de ce que veut dire chasse dans ce contexte-là. Voilà, je pense que je peux te repasser le micro pour démarrer le débat. Merci. Du coup, peut-être pour présenter un petit peu nos intervenants, je vais peut-être te passer le micro maintenant, Cédric, si tu acceptes. Te présenter et puis peut-être nous dire un petit peu comment tu ressens ces images, qu'est-ce que ça t'évoque. Ouais, comme ça. Ou pas, ou plus tard. Donc bonjour, moi je m'appelle Cédric Sueur, je suis enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg. Je suis avant tout éthologue, donc j'étudie le comportement animal. Mais depuis 2014, on a ouvert ici à Strasbourg le premier master en éthique et en droit de l'animal. Et j'avais ouvert ce master plus pour faire réfléchir justement les étudiants et puis la plupart des personnes, puisqu'il y a aussi pas mal de... Chaque année, on fait un colloque qui est ouvert au public pour essayer de faire réfléchir justement nous faire réfléchir sur notre relation avec l'animal, sans forcément que je donne mon avis personnel, même si parfois ça transparaît à travers les cours que je peux donner. Donc voilà globalement ce qu'on fait. On donne au niveau du master écophysiologie, éthologie que je co-dirige aussi, on a des cours en particulier UNIE sur l'économie et la gestion de la faune, où là on essaie de montrer comment ça fonctionne en Europe, la gestion de la faune à travers international, la CITES par exemple, la convention pour le marché autour des animaux et savoir si on peut les chasser ou pas, tout ce qui fonctionne autour de l'Europe, et puis les conflits hommes-animaux sauvages, essayer de voir comment on peut les gérer. Voilà globalement. Alors qu'est-ce que m'inspirent les photos qui sont ici? Je dirais on a un peu discuté au début, mais ce que j'aime bien justement, c'est que quand on ne connaît pas ces personnes, on peut les regarder et puis on peut essayer d'avoir un peu des impressions. Moi je dirais que quand j'observe la personne blanche là-bas, on aurait plus un avis positif, celui qui va essayer de protéger la nature, alors que la personne noire là-bas, ça serait plus le braconneur. Alors là, c'est déjà un aspect qui est un peu raciste, je dirais, mais je fais exprès de le dire de cette façon-là, justement, pour essayer de montrer que c'est pas forcément le cas, et qu'on va avoir des personnes, peu importe leur couleur, qui vont avoir des rôles qui vont être différents en fonction des approches. Et après, justement, la photo de Sue et de Marty, c'est une photo qui est assez intéressante de par leur regard. Où on disait tout à l'heure justement que Sue avait l'air assez fière, alors que Marty, on ne sait pas trop ce qu'il pense. C'est un peu dérangeant. Et je dirais que l'éléphant ici, l'appeler l'éléphant de Marty, c'est assez intéressant. Moi, je lui donnerais plus un petit nom. Parce que justement, quand on personnifie un animal, après, derrière, on a toujours plus de sentiments derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en éthologie. Et c'est quelque chose qui est discuté, où en éthologie, justement, à un moment donné, on s'est mis à donner des noms aux animaux, juste pour essayer de les reconnaître. En fait, c'est plus facile quand on donne un nom à un animal qu'un numéro. On n'arrive pas à reconnaître à se rappeler des numéros, alors que donner un nom à un animal, ça nous permet de mieux les reconnaître, surtout qu'on va l'appeler par rapport à sa couleur, le fait qu'il soit plus clair, le fait que, par exemple, pour une vache, il lui manque une corne, quelque chose comme ça. Mais du coup, le fait de personnifier un animal, ça fait aussi que, d'un autre côté, indirectement, on va plus s'attacher à lui. C'est idiot, mais c'est un mécanisme, je dirais, humain. Moi, je sais pas. Mais après, par contre, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Je dirais Dembo, comme ça donne en plus cette connotation. Oui, Dembo. Cette connotation de petit éléphant qui a été. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fonction du nom qu'on va lui donner, on va plus avoir plus ou moins de sentiments envers lui. Donc, c'est plus l'approche. Bon, voilà, puis après, c'est plus au niveau, je ne vais pas exprimer ce que je pense de la chasse, je dirais plus que ça va venir au fur et à mesure de la discussion, et puis on va laisser... De même, Michel, si vous voulez vous présenter. Bonjour toutes et tous, j'espère que je n'ai pas pris trop de risques en venant à cette réunion.
Moi, je suis en Alsace depuis 1987 et je chasse depuis ma petite enfance. Enfin, chasser, c'est une façon de parler. Disons que j'accompagnais surtout au départ, quand j'étais petit, mon grand-père. Et donc la chasse fait partie depuis donc, ma plus tendre enfance de ma culture. Laure parlait de tradition, je pense que je rajouterais aussi le terme de culture aussi dans la chasse. Je veux tout de suite rebondir sur ce que disait M. Sueur, tout de suite, pour ne pas oublier après, quand il vient de parler des noms des animaux. J'ai la chance de chasser sur une forêt domaniale de Saverne, où il y a beaucoup de grands cervidés, et donc où il y a des cerfs. Et il y a beaucoup de cerfs chez nous auxquels on donne un nom. Il y a eu Django, il y a eu le bavette, il y a eu café serré, il y a eu ces fonctions de la forme de leur bois, de la forme de leur corps, de leur pelage. Et il y en a un que j'ai appelé Braque de Weimar, un autre je l'avais appelé parce qu'il avait beaucoup de points blancs. Comment il s'appelle les chiens là, qui ont le dalmatien, etc. Donc finalement, parce que vous savez certainement que les cerfs, ce sont des animaux qui sont très, très sociaux. Ils ont une grande socialité, je crois, comme on dit dans le langage universitaire. Et au cours d'une même année, les femelles se séparent des mâles. Et donc les mâles reviennent rejoindre les femelles sur les territoires des femelles au moment du brame. Et donc c'est surtout à cette occasion-là qu'on les voit. Et donc on les voit d'une année sur l'autre, et on se dit j'ai vu Django, etc., etc. Et donc quelquefois, ça arrive qu'il y en a un qui soit prélevé. Alors franchement, quelquefois c'est une tristesse. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci. Est-ce que d'emblée quelqu'un veut réagir dans le public, y compris sur l'exposition, la personnification des animaux, comme ça, des questions? Bon, j'ai une question qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ça, c'est comment se fait-il que la photographe ait pu accompagner les braconniers qui les laissaient repartir vivants? C'est peut-être un peu naïf. J'ai moins de valeur que l'éléphant. Enfin, d'un point de vue médiatique, il en est peut-être autant. Alors, je voudrais juste préciser, c'est une question intéressante, je me la suis posée avant toute chose, quand même, faut pas déconner. C'est toujours la stratégie première, et le principe, c'est pas seulement d'y aller, c'est de pouvoir revenir. Alors en fait, les braconniers qu'on voit, Blaise et Gabriel, sont en fait des trackers. On discutait de ça tout à l'heure, je les ai appelés plutôt pisteurs. Voilà. Comme ça, on comprend mieux à quoi ils servent. Eux, donc, c'est les types qui trouvent les éléphants parce qu'ils ont une grande connaissance de la forêt. Et donc, eux, d'une certaine manière, ils sont payés par des groupes de crimes organisés, et le paiement est en fait 1 ou 2 sachets de whisky. Pour aller trouver les éléphants, on leur donne une arme et ils partent en forêt, ils vont chasser 1, 2, 3 éléphants, ce qu'ils trouvent, et puis ils reviennent avec... Voilà. Moi, j'ai pas eu le droit de photographier les braconniers avec l'éléphant, parce que c'est une photo qui serait incriminante pour eux. Donc j'ai simplement eu le droit de les photographier pendant la traque. Donc ça, c'était la première condition qui me permettait de rentrer vivante. La deuxième chose, c'est que c'est pas aussi compliqué que ça. C'est que ces gars-là, ils travaillent, quand on leur donne une arme et un sachet de whisky pour aller chercher des éléphants, mais ils travaillent aussi pour les anti-braconniers pour la même chose.
Donc en fait, ils travaillent pour n'importe qui va leur donner un sachet de whisky. Les mercenaires. C'est ça. En fait, c'est simplement que si on veut aller chercher des éléphants ou si on veut aller chercher des braconniers d'éléphants dans la forêt, on a besoin de Gabriel et de Blaise parce que ce sont les seuls qui connaissent la forêt. Donc en réalité, c'est pas juste. C'est encore une fois, il n'y a pas le bon ou le mauvais. C'est pas une question de bon ou de mauvais, c'est juste une question de publicité. Oui, tout à fait. Ils sont connus à partir du moment où les photographies. Oui, mais ils travaillent pour tout le monde et tout le monde le sait. Voilà. Donc d'une certaine manière, il y a aussi quelque chose de très important là-dedans, c'est que c'est les premières victimes de tout ce système. Parce que ces gars-là, ils sont payés rien du tout, ils sont exploités, ils sont pas forcément bien traités non plus par les personnes qui les payent en leur donnant une arme. Et c'est eux qui sont accusés d'aller tuer les populations d'éléphants, alors que c'est pas vraiment eux le problème. Le problème, il est au stade supérieur, donc il est au niveau des têtes de ceux qui gèrent ces réseaux-là et qui prennent l'argent et qui vont le reverser dans d'autres problématiques d'ailleurs. Comme partout, exactement. C'est les petites mains, enfin les petits doigts. C'est les petits doigts, ouais, exactement. Donc c'est pour ça que je suis rentrée vivante. Je crois, si je ne me trompe pas, que tu as suivi les braconniers pisteurs comme la personne qui est derrière toi avec son arbalète, mais tu n'as pas suivi les braconniers qui tirent à la Kalachnikov. Non. Et là, tu serais peut-être pas revenu vivant. Non, mais ils n'auraient pas voulu. Voilà. Oh, moi j'ai suivi les pisteurs, mais pas ceux autrement. Cela dit, derrière moi, Blaise, lui, il tire pas à la Kalachnikov, mais effectivement, lui, il chasse à l'arbalète, comme ses ancêtres, en fait. Il chasse à l'arbalète avec des flèches, avec du poison au bout. Enfin, vraiment avec les connaissances ancestrales, comme on chasse l'éléphant quand on est baka, quoi. Voilà. Cela dit, c'est tout aussi dangereux, mais en même temps, c'est pas les mêmes, quoi. D'autres réactions? Alors, je vous propose peut-être de passer à la première image. Je vais la regarder, réagir sur cette première image. On disait tout à l'heure, on voit donc Sue et Marty. Sue et Marty, alors on sait que Marty chasse donc l'éléphant. On connaît maintenant l'éléphant de Marty. À ses côtés, on voit Sue. Est-ce que